je pense que donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à M. Thierno Alassane Sall pour ouvrir vos délibérations au nom donc, de sa délégation. Merci, M. le ministre, pour vos questions. Merci beaucoup, M. Traoré. Mesdames, Messieurs, chers camarades de l'APR du Canada, de Montréal, c'est pour nous, sans doute les autres camarades le confirmeront tout à l'heure, c'est pour nous un immense plaisir et un honneur d'être dans cette maison de l'Afrique, comme ça que ça s'appelle, Maison Africa, Centrafrica, de Montréal, avec les Sénégalaises et les Sénégalais, mais surtout les militants de l'APR. Ce matin, nous avons eu à rencontrer un groupe d'une association de Sénégalais de divers horizons. Mais venir au Canada et ne pas rencontrer nos cadres et nos camarades militants, les dames, les jeunes, serait pour nous un péché majeur. Parce que nous savons le rôle éminemment positif que la diaspora a joué dans l'avènement de la troisième alternance, c'est ça, ou deuxième alternance plutôt, mais surtout le rôle de déclencheur. Parce qu'en 2009, quand l'APR, à partir de décembre 2008, a été mise en place, en 2009, quand on a senti que la diaspora commençait à répondre à l'appel du président Macky Sall et à l'appel de l'APR, nous tous, nous avions à partir de ce moment une simulation encore plus importante. Parce que nous savons que quelque part, par ses capacités de comparaison, par le niveau d'expérience que ces différentes composantes ont accumulé, par les références dans les différents pays qu'ils vivent, et par aussi la capacité d'influence qu'ils ont au pays. Nous savons que la diaspora pourrait être le fer de lance du mouvement, et ça s'est confirmé effectivement. Une des différentes grandes places de la diaspora ont relié la paix. Ça a été le déclenchement, le début de la marche qui nous a conduits au pouvoir. Moi, j'ai toujours dit pendant ces moments-là, avant de venir aux femmes, j'ai toujours dit pendant ces moments-là que le rôle de la diaspora est essentiel. Parce que quand on est en Allemagne, en France, au Canada, au Japon, ou même en Côte d'Ivoire, à Addis Abeba, en Éthiopie, quand on est à Dubaï, on voit ce qu'est le monde actuel. Et on peut voir pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, nous pouvons comparer nos réalités, nos façons de vivre, nos modes de vie, notre façon de faire la politique, de travailler, de nous battre pour notre pays, et la façon dont les autres ont organisé leur vie, organisé leurs activités économiques, leur vie en société, et quelles sont en définitive les causes de notre sous-développement, qui sont aussi quelque part dans ces considérations d'ordre, j'allais dire, culturel. Et c'est pour cette raison que la diaspora a un rôle important pour dire aux gens qui sont restés au pays ce que nous pourrions dire un peu plus difficilement. Ce que les gens acceptent, j'ai toujours dit aux camarades qui viennent de l'extérieur, même quand on était en opposition, ce que les gens peuvent accepter de vous comme prise de position. Parce qu'ils savent que même vos références et vos modes de vie ici sont très différents des modes de vie et des références au Sénégal. Et qu'il y a des choses que vous vivez ici que vous ne pouvez pas accepter. Donc, vous pouvez véritablement, et nous attendons beaucoup de la diaspora de s'organiser peut-être pour intervenir dans le débat politique sénégalais, les appels, voir sa parade, peut-être des forats à imaginer, pour dire que si nous restons stockés sur certaines valeurs, entre guillemets, des contre-valeurs en réalité, si nous restons stockés sur des façons de vivre, de penser, de faire la politique, de faire les choses, notre pays ne pourra jamais se développer, quels que soient les plans qu'on met en place.
je l'ai dit ce matin, l'une des réformes fondamentales, c'est malheureusement pas une réforme facile pour les hommes politiques. Regardez ici, par exemple, pour traverser la rue, c'est aussi simple que ça. On fait à certains points. Quand j'étais ministre des Transports, l'un des combats les plus difficiles, c'était contre la lutte contre les accidents de véhicules. Premier choc. C'est là où on voit plusieurs Sénégal, je veux dire. Aujourd'hui, il y a eu un accident, peut-être une disparition d'avion. C'est peut-être pas un accident confirmé, a priori c'est un accident, mais ce n'est pas encore officiellement le cas. Tout de suite, toutes les formes d'enquête ont été déclenchées parce qu'on est dans un monde qui est organisé non pas seulement par nous, puisque c'est l'aviation civile internationale, mais par l'ensemble de la communauté internationale. Et si nous ne faisons pas comme c'est prescrit, nous sommes exclus. Donc, il y a eu des enquêtes techniques, bureau enquête et analyse mise en place très rapidement, etc. Et des enquêtes judiciaires. 7 morts, 7 disparus pour l'instant, ce n'est pas des morts. Pour l'instant, officiellement, c'est des disparus. Le 1er janvier 2013, pratiquement quelques mois après mon arrivée au gouvernement, 2 ou 3 mois, un accident de la circulation, 22 morts, dont les 2 chauffeurs surcharge, véhicule dans des états difficiles, ils se rentraient dans un pèlerinage religieux, et je ne me souviens pas que les radios débordent. Et projeter cet événement sur la place publique avec autant de retentissement que pour l'accident, la disparition de l'avion. Toutes les vies se valent. Ce n'est pas le nombre qui compte. Mais là, il y a eu 22 morts, choc frontal, de voitures qui roulaient dans des conditions où on sait que les chauffeurs n'arrivaient plus à circuler parce qu'ils ont fait des allers-retours entre Dakar et Touba dans des conditions. Et les voitures étaient dans des états d'épave. Ça m'a fait un choc effroyable, personnellement. Quand je suis allé visiter la morgue, j'ai vu des gens posés à même le sol, morts, le sang qui... jusqu'à ce qu'à tout moment, les gens étaient obligés de nettoyer la salle. Et ça n'a pas suscité autant, parce que ça c'est nous entre nous, nos façons de vivre que nous acceptons. Et j'ai essayé, je suis allé dans les gares routières, parler au regroupement des chauffeurs, la police, la gendarmerie, etc. La seule solution que j'ai trouvée à la fin des fins, c'était de faire implanter des dodanes. Pour le deuxième Magal que j'ai vécu, avant le deuxième Magal, on a mis pratiquement de Dakar à Touba des dodanes partout. Et je me rappelle un journal qui avait titré de Dakar à Touba Dodan. C'était le bon. Et ça a eu peut-être quelques effets. Mais le plus fondamental, c'est que le problème il est là en entier. Et le gouvernement, les autorités politiques, les pouvoirs publics ont tant de combats qu'on ne peut pas mener tous les combats. Je donne un autre exemple juste avant de venir aux femmes, je ne veux pas être très long. C'est le seul pays au monde où nous pouvons dire « Ubitaï, grève taï ». Et que, même si ça choque, ça ne choque pas beaucoup de gens. C'est l'un des rares pays où on peut dire qu'on a fait grève, mais avant de reprendre, il faut qu'on, les jours coupés entre guillemets, les jours qui n'ont pas été payés, alors qu'on était en grève. Et que la loi prescrit que quand on ne travaille pas, on ne doit pas être payé. Et que même les gens qui faisaient l'intermédiation entre le gouvernement et les enseignants ont dit non, faille les d'abord et puis tout d'arrêt faille les. Cet état d'esprit est l'état de ce qui prévaut dans notre pays. Et je peux donner un autre exemple, mais je préfère ne pas le donner parce qu'il est assez compliqué. Mais donc, ces réalités sénégalaises que nous vivons, c'est comme si on ne les prend pas à bras le corps. Et malheureusement, l'État ne peut pas mettre la police derrière chacun, ne peut pas passer tout son temps à utiliser toute l'énergie, toute l'intelligence, tout le temps, au lieu de régler le problème de l'électricité, des hôpitaux, etc., à se battre contre ces sortes de fatalités. Donc, c'est un mouvement de la société civile, mouvement de la
des gens qui savent que ça ne peut pas continuer. Et qu'il y a un autre monde, et que nous sommes dans le monde, toute proportion gardée. C'est comme quand René Caillé venait, eux ils sont dans le monde où qu'avait quitté René Caillé, l'Europe de René Caillé, pour venir trouver l'Afrique de nos grands-parents de l'époque. Et vous savez que ce qui s'en est suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les Occidentaux décidaient de revenir dans nos pays, c'est une histoire de... Je ne parle même pas des Occidentaux. Certains de nos pays, il a fallu que des bandes de terroristes venus de la Libye ou de Boko Haram viennent déstabiliser des pays qui sont très grands, 200 millions d'habitants, le Nigeria. Mais parce que le laisser-aller, j'ose le dire, on est entre nous, c'est malheureux, je n'aurais pas voulu donner un exemple comme ça, mais parce qu'il y a un laisser-aller si immense que une petite bande de terroristes a pu. Et vous avez vu quand l'armée tchadienne est venue, ce qui s'est passé. Pour aller droit au but maintenant pour les femmes, je pense que le président de la République a réalisé des choses assez consistantes qui montrent que son engagement vis-à-vis des femmes et son engagement vis-à-vis de la diaspora, en tout cas, parmi ces engagements, il est en train d'en tenir quelques-uns de fondamentaux. Là également, la diaspora doit dire que ça, c'est notre combat. Même si nous ne sommes pas directement concernés, c'est nos parents, c'est des problèmes que nous devrions régler ou que nous réglions. Je donne un exemple, je l'ai donné ce matin quand j'étais à Tamba, parce que c'est des choses qui m'auront marqué, qui ont fait que, quelle que soit l'issue de notre combat, j'aurais été heureux d'avoir participé à ce combat-là. Quand on est allé au conseil de ministre de Tamba, on venait d'installer un centre d'hémodialyse, le premier dans cette zone. Il y avait une famille, la première dame qui a été admise. Sa maison a été fermée depuis quelques mois. Parce qu'à force de faire Dakar-Tamba, puis finalement elle s'est installée à Tamba, ses 3 enfants confiés à des parents, mais c'est compliqué. Et finalement, ses enfants n'allaient plus à l'école. Quand elle est revenue, elle a fait un témoignage qui était depuis bouleversant. C'est 1 milliard, ce n'est pas peut-être beaucoup de choses. Mais quand on y ajoute que dans la plupart des hôpitaux, des efforts réels sont faits pour améliorer la situation du monde rural, les ambulances, les césariennes, certains hôpitaux sont pourvus en centre d'urgence, ce qui n'existait qu'à Dakar. Un peu, si l'accident qui s'était produit le 1er janvier dont je parlais tout à l'heure se reproduisait, à Thiès, il y a un plateau en meilleures conditions pour accueillir les urgences. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est l'allègement des tâches des femmes. Je ne vais pas être long, il me reste peut-être 3-4 minutes, mais comme on parle des femmes, je vais insister beaucoup sur cette question. L'allègement des tâches des femmes. Le PUDC, beaucoup ne voient pas ce que c'est. Mountaga va revenir, le DG de VAPIX va revenir peut-être sur le PSE. Mais le PUDC, c'est le programme d'urgence de développement communautaire, vise les communautés du monde rural. Et l'un des aspects importants, c'est l'allègement des tâches des femmes. C'est-à-dire mettre des moulins, mettre des décortiqueuses, qui font en sorte que quand on va dans le monde rural, j'y vais souvent, quand on regarde une dame qui a 30 ans, on a l'impression qu'elle en a 40 ou 50. Quand on la salue, on a l'impression que ça, c'est des réalités. Apporter des moulins, faire en sorte que les forages, qu'on mette plus de forages, que les tâches d'aller chercher l'eau ne soient plus des tâches très compliquées. Ça, c'est du concret. Et c'est des choses que vous pourrez voir. 325 autant pour moi, villages qui vont être électrifiés dans le cadre du PUDC. Je pense 400 et quelques forages, des kilomètres de route rurale et les pistes rurales. Beaucoup pensent que c'est de la théorie. Moi, j'ai eu la chance aussi de lancer parmi les premiers programmes de pistes rurales quand j'étais ministre des Infrastructures. J'étais allé à Foundiougne. On faisait une boucle. Peut-être que je ne sais pas où on connaît la zone, mais je ne suis pas tellement sûr que c'est de la région de Fatick. Passy, Soum, Thiaré, etc., qui revenaient se boucler vers Foundiougne. 20 km. Et on devait rencontrer les autorités municipales, etc., à Soum. Et on passe un village.
y a 3 ou 4 personnes qui insistent pour qu'on s'arrête. Bon. Les autres continuent. Moi, j'étais le chef de la délégation, donc j'ai dit aux chauffeurs, mais arrêtons, peut-être qu'il y a une urgence dans ce village-là, peut-être qu'ils ont une évacuation, etc. On s'arrête. C'est le chef du village, l'imam de Boutiquier. Ils ont dit, nous sommes les seuls qui n'avons pas pu aller à la manifestation qui se passe au village d'à côté. Mais nous tenions à prier pour vous. Parce que vous voyez, là-bas, là, à 500 mètres, c'est le marigot. Quand c'était l'hivernage, les voitures, les horaires s'arrêtaient de l'autre côté, on traverse avec nos chargements. Désormais, les voitures arriveront jusque dans le village. Et ça fait 50 ans qu'on attend ça. Je peux donner des exemples comme ça que moi j'ai vécu. Où on est allé dans le monde rural faire des choses. Ce n'est pas que Dakar, ce n'est pas que etc. Des villages qui sont en train d'être électrifiés, des postes de santé où on a mis des ambulances, des forages qui sont réparés, etc. Je ne parlerai pas parce que ça tout le monde connaît, la couverture maladie universelle ou les bourses familiales, etc. Mais je pense que c'est des actions substantielles. Parce que c'est des petites choses qui, mises bout en bout, font que des milliers de Sénégalais, pour qui le gouvernement n'avait aucun sens, parce que le gouvernement ne s'est jamais intéressé à leur sort au quotidien, ne s'est jamais intéressé à eux de manière concrète, tangible. C'est des actions qui sont réalisées comme ça. Pour terminer, je parlerai un peu du programme important de suffisance alimentaire. Pas d'indépendance possible, pas de développement possible si on doit importer l'essentiel de nos ressources vivrières, alors que même Dieu, la nature, nous ont doté de 3 grands fleuves. Le Sénégal, la Gambie, la Casamance et beaucoup d'autres grands fleuves, et d'une nappe phréatique extrêmement importante. On parle des fleuves seulement, mais la nappe phréatique, vous allez dans par exemple, la région de Thiès, côté Tasset, etc. Mais c'est de là-bas qu'on pompe l'eau pour amener vers fond. Et vous voyez des Espagnols ou des Anglais qui viennent prendre 50 hectares, 100 hectares pour faire du mono, des pastèques, d'autres spéculations importées en Angleterre, même des Marocains qui viennent pour faire exporter, des mangues exportées. Que nous préférons aller immigrer, etc. Parce qu'on pense qu'il faut tout de suite immigrer par, comme vous le faites, il n'y a rien de mal, mais immigrer par les bateaux, je veux dire. Passer en Libye, prendre un bateau, aller pour aller se retrouver, être cueilleur dans des champs, dans des vergers espagnols. Les mêmes Espagnols qui viennent, je connais à Tasset des Espagnols qui ont mis des champs, 50 hectares, 60, qui élèvent des autruches, qui font beaucoup de choses. Ce n'est pas les moyens qui manquent souvent. Vous savez, des Sénégalais qui construisent des immeubles, qui achètent des voitures de 50, 100 millions, mais c'est l'esprit d'initiative, le goût de l'aventure, etc. C'est pourquoi le gouvernement est en train de vouloir développer les PRODAC, les domaines agricoles communautaires plutôt, le programme des domaines agricoles communautaires, de former les gens dans ce domaine, etc., etc. Je vais plus passer une bonne partie de la soirée à vous parler de ce que les radios ne disent pas forcément, que nous-mêmes nous ne disons pas. Le président lui-même dit, moi-même quand on réexplique, quand chaque ministre réexplique ce qu'il a fait dans son domaine, parfois j'oublie certaines choses qu'on avait faites, que moi-même je suis surpris par le président, et moi-même je suis surpris par l'étendue de ce qu'on a fait. Et ce qui est vrai, on a fait beaucoup de choses, même si beaucoup de choses restent à faire, parce que nous sommes un pays où tout était urgence. Je ne veux pas être très long, je ne veux pas revenir sur la question de l'électricité, je sais que je ne veux pas abuser de votre patience. En tout cas, c'est avec un grand plaisir. Nous savons la contribution irremplaçable que vous êtes en train de faire dans ce moment difficile, le samedi soir, avec les tâches quotidiennes après une semaine de travail, consacrer de son temps, comme vous l'avez fait, à son pays, à son parti, à son pays. C'est ça, parce que comme dit Niagamay, que j'aime beaucoup citer dans ces moments, comme disait Franz Fanon, chaque génération a une mission à accomplir. Nous, notre mission, c'est de participer un peu à sortir le Sénégal de la situation dans laquelle elle se trouve. Où il dit que donc,
où il l'a rempli, où il l'a trahi. En tout cas, je pense que certains d'entre nous ici peuvent dire, et nous qui sommes ici dans cette salle aujourd'hui, nous pouvons dire que nous essayons de remplir, de ne pas faillir à notre mission. Je vous remercie.